Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 12 juin 2024. On se retrouve avec un BTC à 67 300 $, un Ether à 3005. Donc sur la semaine, on est toujours en recul, moins 7 pour Ether, moins 5 pour BTC, moins 13 pour BNB, mais également pour Solana, moins 14 pour Dogecoin. Donc on a un petit rebond technique à court terme, mais surtout ce qui va conditionner le marché crypto aujourd'hui, ça va être ce soir la décision de Jérôme Powell qui va s'exprimer suite aux chiffres de l'inflation aux États-Unis pour prendre enfin une direction ou non, une décision quant au pivot de la Fed qui devrait intervenir là aussi selon le consensus des analystes des grandes banques des États-Unis entre maximum milieu-fin d'été 2024 et au plus tard d'ici l'automne, entre l'automne et fin d'année. Ce qui fait qu'au plus longtemps on repousse cette échéance, au plus on commence à en voir les effets néfastes et notamment sur les chiffres du chômage qui étaient légèrement plus haut récemment que ce qui était escompté. Alors c'était assez minime, mais c'est peut-être un signal avant-coureur. On a PP qui est en positif de plus 10% à la 19e place et globalement ce top 50 qui est plus ou moins à l'équilibre, de 48 en positif pour Kaspa, Monero qui est toujours dans le vert sur 24 heures en tout cas. Et on clôture le top 50 avec Maker, VeChain, Floki, Injective, Celestia et Phantom qui sont tous entre 2 à 2,5 milliards de capitalisation. La map de liquidité qui est venu tout juste chercher le début du matelas des 65 000 $. On n'a pas grand chose et ce jusqu'à 60 000 s'il y avait une attaque supplémentaire. Au nord, comme vous le savez, il faut faire tomber le bloc des 72, franchir les 74-75, nous attend beaucoup d'ordres autour de 76 avec levier et ensuite on partirait donc en direction des 80-82. Donc plus tard, il faudra faire tomber ce bloc en une seule fois et ensuite on aura un peu moins de résistance jusqu'à 90 000 et pour l'instant encore moins jusqu'à 100 000, mais bien entendu que tout ceci est dynamique et au fur et à mesure qu'on ferait tomber le domino, il se repositionnerait un peu plus haut, exactement comme ça a été fait à la baisse avec le plus gros aujourd'hui qui est autour de 52 000 $. Au niveau de l'action de prix en 4 heures, on défend un petit intermédiaire à chaque fois qu'on revient autour de 66 000. Attention à ce que ça ne se transforme pas en une phase un peu de distribution intermédiaire avec un milieu de range qui se trouve aujourd'hui autour de 64 000, un bas qui avait été défendu autour de 60 avec la petite déviation où on était venu chercher 56-57 et les open interest malgré tout qui en ce moment, comme on l'avait vu dans les dernières émissions, sont en train de shorter à fond les ballons, en tout cas du côté des futurs, puisque de l'autre côté, mis à part lundi, jour de reprise où on a eu quelques outflows du côté des ETF, on avait quand même sur la fin de semaine énormément d'argent qui était rentré sur ces derniers. Donc on a les deux camps qui s'affrontent, on a les spéculateurs professionnels qui savent surtout comment totalement s'équilibrer, on appelle ça un hedge dans le trading ou dans l'investissement pour avoir d'un côté tout simplement le short au niveau des futurs et d'un autre ils achètent le spot au comptant et ils essaient d'avoir un delta neutral pour voir quelle position va prendre tout simplement le dessus sur la prochaine et c'est ce qui fait que d'une échéance sur l'autre on a les options qui en général se clôturent par quinzaine autour du milieu du mois et ensuite on a les échéances futures qui courent sur un mois, 3 mois, 6 mois, 1 an et 2 ans. Si je dis pas de bêtises, peut-être même plus de 2 ans désormais. Donc on a vraiment régulièrement comme ça sur les mois, les trimestres, les semestres, des clôtures assez importantes. Et c'est ce qui fait que 4 fois par an aussi, il y a le fameux jour des 4 sorcières. C'est pas juste pour le marché crypto, mais pour tous les marchés où on a comme ça un gros coup de balai, un flush au niveau de tous les ordres qui ont été positionnés, que ça soit pour les options ou les futurs. Le crypto Fear and Greed pour sa part est toujours autour de 72, donc théoriquement on devrait être avec un Bitcoin proche de 70 000 dans une certaine euphorie et pourtant les réseaux sociaux sont complètement déprimés en ce moment. Donc c'est peut-être assez positif pour un été, comme on laisse compter, assez mou finalement et un automne qui sera un peu plus radieux avec là aussi des décisions qui auront été prises, je l'espère, entre temps. L'émission du jour est sponsorisée par NordVPN, donc pour ceux qui ne connaissent toujours pas, déjà en passant par le lien en commentaire et description, vous avez 4 mois offerts et la garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours. Ça vous permet de faire un pont sécurisé en vous connectant tout simplement au travers de dizaines de pays sur la planète pour accéder à du contenu en avant-première aux États-Unis, tout ce qui est streaming, quand vous êtes en voyage éventuellement et également quand vous voulez regarder le foot ou la Formule 1 qui pour nos amis belges sont diffusés en clair mais qui pour les Français malheureusement on doit
payer un nombre incalculable d'abonnements pour avoir accès à tout. Donc là, ça peut permettre dans un premier temps d'avoir une économie sur ce côté-là, mais surtout à partir du moment où vous êtes un peu un globe-trotter ou un digital nomade comme on les appelle, vous avez la possibilité également de vous connecter sur 10 appareils avec un seul compte, d'avoir un gestionnaire de mots de passe performant et qui vous permettra d'avoir des mots de passe robustes sans avoir à les retaper systématiquement, et également le NordLocker pour la sécurisation de vos fichiers dans le cloud, tout en ayant bien entendu en continu la surveillance, la protection anti-menace, si vos mails ont fuité sur le darknet, si vous cliquez sur un lien de phishing, etc. Et quand vous êtes à l'étranger en particulier, ils viennent de lancer Saily, donc c'est saily.com, SAILY.com, je préfère répéter pour que vous n'alliez pas sur un mauvais lien ou quoi que ce soit, qui vous permet d'avoir une eSIM quand vous êtes en déplacement et dans n'importe quel pays aussi de destination. Donc au-delà du fait d'être intégré directement dans l'offre actuelle de NordVPN, ça vous permettra de rester connecté, d'avoir beaucoup de flexibilité quand vous êtes à l'étranger, et notamment peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez. Vous pouvez activer en quelques clics, donc et dans 150 pays différents, votre eSIM pour avoir accès à n'importe quel réseau, ce qui vous permettra là aussi de pas forcément toujours tirer, et notamment selon les forfaits, sur votre connexion internet ou mobile à l'étranger, tout en ayant bien en tête que voilà, de ce côté-là, il peut y avoir des hors forfaits ou des mauvaises surprises qui sont assez mirobolants selon les opérateurs. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en commentaire et description avec tout ce dont on vient de parler, plus le fait d'avoir cette eSIM à l'étranger. L'offre court à partir de aujourd'hui et jusqu'à mi-août à peu près, donc on en rediscutera entre temps puisque je fais régulièrement des mentions pour NordVPN qui me soutiennent depuis très longtemps désormais, même au cours du bear market, et c'est quand même à saluer. C'est plutôt cool d'avoir des partenaires comme ça qui nous font confiance sur le long terme. Pour l'offre essentielle, vous êtes autour de 3,04 € par mois avec 7 mois offerts au total, et vous avez donc la possibilité sur NordVPN de payer en crypto. Et on passe à la suite, donc qui est le sujet du jour en particulier, mais pas que, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à voir aujourd'hui, et avec notamment le hash rate qui est un peu en berne depuis le halving, et on a eu finalement un peu une capitulation des mineurs. Alors c'est quelque chose auquel on pouvait s'attendre bien entendu, mais je pensais pas qu'ils étaient aussi en train de commencer à vendre des BTC, et on a vu récemment, je crois que c'était peut-être Marathon ou un des top 3 là, des crypto mineurs aux États-Unis qui a vendu à peu près 1000 bitcoins pour pouvoir continuer de se financer. Alors ça peut paraître assez anecdotique quand on parle de somme de 1000 bitcoins par rapport à l'océan que représente aujourd'hui tout le marché crypto, mais c'est vrai que cumulé au hash rate qui a quand même bien baissé à compter du halving, on a finalement un peu cette bataille pour avoir que les meilleurs qui vont rester là, essayer de débrancher certaines machines pour voir un peu qui fait quoi et qui est le plus rentable et le plus profitable. Et là aussi, c'est un peu une guerre et une épuration systématiquement qui se mettent en place. Le tout en ayant malgré tout du côté du Bitcoin un prix qui n'a pas tant bougé que ça. Donc pour l'instant, c'est plutôt positif en un sens. Mais d'un autre côté, je me demande si cette capitulation des mineurs n'en est pas qu'à son tout début, et ça pourrait justement prendre toute cette période estivale pour un peu plus poser les bases, poser les choses. Et avoir là aussi pour corroborer tout ça, le fait qu'on aura peut-être à un moment donné les entreprises minières au niveau de leurs propres actions qui se sont pas mal faites malmener à partir du moment où on était autour du halving, qui devraient reprendre un peu un coup de fouet à partir du moment où tout ça se sera définitivement posé. Donc l'intervention du jour, ça sera en fin de journée pour ceux qui sont heure de Paris par rapport aux États-Unis, et on va voir donc ce que déclarera Jérôme Powell, en espérant bien entendu que les chiffres de l'inflation aux États-Unis n'aient pas grimpé un peu comme tous ceux qui attendaient les chiffres du chômage la dernière fois. D'ailleurs, c'est à partir de là que ça s'est un peu gâté au niveau des cryptos. C'était bel et bien Marathon Digital donc, qui a dépensé 1000 bitcoins. Donc c'était Kyung-Ju qui révélait ça, tout simplement pour avoir de la liquidité. Et ça se passe pour les mineurs, pour rappel, d'un point de vue OTC, c'est-à-dire ils ne vont pas sur Binance, Coinbase ou je ne sais quoi. Ils vendent directement de la main à la main, et probablement en ce moment en passant des deals avec
avec les BlackRock et compagnie qui derrière n'ont aucun souci à absorber 1000 bitcoins. Finalement, j'aurais eu raison autour de Apple et Marc avait eu raison à court terme avant d'avoir tort derrière. Il y a un ATH qui a été fait donc suite à cette publication, donc c'était plus 4% il y a 15 heures, mais je crois qu'en aftermarket on est à plus 7, plus 8. Donc il y avait quand même une belle opportunité sur Apple récemment, puisqu'on était descendu autour de 60 $. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je vais le regarder en direct, mais on attaquera l'analyse technique un peu plus tardivement ensuite. Et effectivement, en journalier, on était venu travailler la zone des 164 $ avant de repartir donc au-delà des 200 qui a été bel et bien break. Donc on rentre de nouveau en découverte de prix pour un Apple qui a eu beaucoup de volume à exécuter. Ça peut paraître anecdotique comme ça, mais ça fait un point quand même pour ceux qui l'ont payé déjà de pas loin de entre plus 25 et plus 30%. Donc quand on voit à quel point on se fait malmener au niveau des cryptos, quand on regarde un peu du côté de la bourse traditionnelle, finalement, on a quand même aussi de belles opportunités à venir chercher et vous constaterez une fois de plus que pour ceux qui suivent un peu Apple, Tesla, Nvidia, etc., là pour Apple en particulier, les réseaux sociaux étaient très pessimistes quand on était à 164 $ et ça parlait de nouveau qu'ils ne vendent plus d'iPhone, que ça y est, c'est la fin, blablabla. À partir du moment où le sentiment est très pessimiste sur les réseaux sociaux, vous savez souvent que voilà, on peut commencer raisonnablement à passer à la caisse. On avait mon Bitcoin et mon couteau qui mettaient en avant que Multiverix devrait prochainement être interopérable avec tout l'écosystème crypto grâce à 8 nouveaux bridges, Torchain, Maya Protocol, Axelar, Layer 0, Wormhole et bien d'autres. Donc une très bonne nouvelle et ça avait été poussé par un mail aux investisseurs de Lucian Mincu qui est le cofondateur et le frère donc de Benjamin, le CEO de Multiverx. On avait Flo, The Trade Flow qui disait que globalement 2 décisions sur 3 pourraient être ce soir plutôt bull pour la suite. Donc on va voir là aussi dans l'attente de tout ça. Ça sert à rien de trop surcommenter ou de trop surréagir. D'ailleurs en parlant de surréaction, il y a beaucoup de banques d'affaires qui pensent actuellement que la France et le CAC 40 a surréagi suite aux infos politiques récentes quant à la baisse du côté bancaire, à la baisse sur Vinci notamment au niveau des titres français. Donc là aussi peut-être voilà des opportunités ou en tout cas une observation en ce moment à regarder pour ceux qui font un peu de boursicotage sur leur PEA. On avait le plus gros airdrop peut-être depuis Uni et Saga comme disait Monsieur TK dans les commentaires avec Zcash qui pourrait balancer 17,5% du supply pour l'airdrop avec près de 700 000 wallets éligibles mais surtout avec un token qui se négocie en pré-market actuellement entre 0,3 et 0,9. Alors là récemment on est plutôt descendu à 0,2 si je dis pas de bêtises. Il y a pas mal de wallets qui ont reçu entre 20 000 à 100 000 tokens, ce qui voudrait dire qu'en fonction d'eux, ça va faire un airdrop de 5 à 6 chiffres pour les plus chanceux. Il y a des personnes même qui avaient plusieurs fois 100 000, etc., qui avaient plusieurs wallets. Donc il y a aussi des déçus comme pour tous les airdrops. Il y a des personnes qui cochaient apparemment toutes les cases et qui n'ont pas grand-chose ou rien. Donc là aussi, je ne sais pas quoi dire de plus, mis à part que c'est la team qui pose les bases et peut-être qu'il y a des bugs aussi souvent au niveau des claims et des distributions. Communautairement parlant, il a été salué que les tokenomics vont clairement dans le sens de la communauté et des utilisateurs avec 66.6 qui a été distribué pour la communauté et les investisseurs n'ont que 17.2, la team à 16 et le token assembly 30%. Donc finalement on a quand même un énorme pool là qui part directement à la communauté et on va voir ce que ça va donner ensuite. On avait Willy Woo donc qui nous parlait justement de cette capitulation des mineurs. Donc il disait, comme il disait à juste titre, au fur et à mesure que les plus faibles meurent, on a cette capitulation qui prend forme, mais surtout derrière ça pose le point bas d'un point de vue spéculatif. Donc on est typiquement dans une pseudo-capitulation comparativement à ce qui s'est passé dans le passé justement, mais en ayant un prix qui pour le BTC est proche de 70 000, donc c'est encore quelque chose qui d'un point de vue purement technique est plutôt favorable au marché. La question est, est-ce que si les mineurs continuent de capituler cet été, on va pas revenir voir les bas de range autour de 56 000 à 60 000 $, c'est là toute la question. On terminera avec 2-3 petites infos, avec Apple qui pourrait intégrer l'intelligence artificielle
et notamment via OpenAI et ChatGPT directement sur l'iPhone. Là aussi, ça a fait couler beaucoup d'encre. Crypto Yoda qui a fait un trade au niveau des charts et des patterns harmoniques. Donc je vous invite, pour ceux qui font un peu d'analyse technique finalement, de chart, à le consulter parce que c'est très intéressant. Et finalement, la dernière fois, je cherchais justement ce qu'était en train de nous faire Apple et typiquement, ça se retrouve justement dans les patterns harmoniques. Alors là aussi, je ne cherche à convaincre personne que de l'analyse technique a des biens fondés et que ça reste des mathématiques et de la psychologie derrière, mais je trouve ça quand même d'un point de vue structurel et d'un point de vue visuel quand même assez agréable finalement à explorer. Après, bien entendu, j'accepte aussi toutes les personnes qui pensent que c'est tout simplement de la charlatanerie ou je ne sais quoi. Après, voilà, c'est quand même au niveau de la prise de décision, la représentation graphique de ce qu'est la psychologie des êtres humains qui sont derrière le marché. Donc je trouve ça plutôt cool à observer, mais après voilà, chacun se fera son avis. On avait Julien de Tech Invest qui nous disait que non, Air Liquide n'est pas en solde suite au détachement de dividendes et de l'action offerte à ceux qui en détiennent au moins 10 au nominatif depuis 2 ans. Et on clôturera donc avec Léon Whiteman qui disait que sur les échangeurs actuellement, on n'a plus que 11,7% de BTC et moins de 11% en Ether, et là aussi on l'avait vu la dernière fois. Avant de passer à l'analyse technique, c'est aujourd'hui que sera lancé le token de Agora. Ça se passe sur Swissborg, j'ai pas l'heure, je sais pas si c'est midi, 14h, pour ceux qui avaient participé directement sur la plateforme de Swissborg. Et si je dis pas de bêtises aussi, normalement on devrait avoir Aethir qui est lancé aujourd'hui, donc ça a strictement rien à voir, ces deux projets complètement indépendants et complètement différents, mais voilà, pour le coup c'est plutôt cool aussi à souligner que petit à petit on a Swissborg qui permet comme ça à la communauté d'investir dans des projets. Après, clairement, quand on voit tous les projets qui sont parus récemment, bien souvent, il n'y a pas eu des méga multiples qui ont été au rendez-vous, mais au moins, ils ont le mérite d'essayer et ça peut permettre petit à petit aussi de s'ouvrir à de nouveaux horizons. Et je trouve ça plutôt intéressant de leur part d'avoir proposé ça au grand public qui, depuis des mois, des années, se plaignait justement de ne pas avoir accès aux deals comme ça, aux private, etc. Après, ça représente la partie malgré tout ultra à risque des portefeuilles, puisque quand un projet se lance, eh bien justement on n'a pas encore la visibilité de ce que ça peut donner derrière. Donc on verra aujourd'hui pour le lancement de Agora et en simultané donc de Aethir, et les deux sont passés par Swissborg, donc on leur souhaite bien entendu le meilleur. Le crypto total 2390 milliards, donc autour de la moyenne mobile que je dise pas de bêtises 50 en journalier, donc on voit qu'on a un peu de réaction à court terme. On n'a pas eu une grosse descente, mais malgré tout le momentum court terme est affaibli. On a peut-être un peu moins de liquidité, un peu moins de spéculation, mais surtout qu'attend le marché crypto? Une direction de cette baisse de taux pour que le marché anticipe à 6-12 mois que tout simplement on va avoir un peu plus de liquidité sur le marché. C'est aussi simple que ça finalement à court terme, et vous voyez à quel point c'est le marché américain et les décisions de la Fed qui drive en ce moment. Le crypto total 2 des altes est sous la moyenne mobile 50 journalière, 1061 milliards. On a la moyenne mobile 200 qui est aujourd'hui à 943. Un support ici, peut-être une petite trend qui est en train d'être défendue depuis quelques points ici, donc on va voir ce que ça va donner, mais on continue d'avoir une certaine contraction au niveau du prix qui là aussi j'espère finalement continuera de mûrir au cours de l'été pour avoir de la latéralisation, prendre de l'énergie. Au pire, comme on l'a vu, eh bien on aura de nouveau une descente qui permettra de revenir nettoyer, de chercher des ordres et de chercher surtout des personnes qui sont un peu plus enclins à tout simplement avoir des ordres d'achat un peu plus bas, et ensuite on devrait avoir un automne qui serait, je suppose, un peu plus florissant, puisque là ça fait pas mal de temps quand même qu'on latéralise au niveau du marché crypto. 638 milliards au niveau du crypto total, pareil, statu quo, il ne se passe plus rien. 112 000 dollars pour 32 Ethers ce matin. Que se passe-t-il du côté du Bitcoin? On est perché sur la moyenne mobile 50 et 100 en journalière qui sont pile poil alignés ici. La moyenne mobile 200 daily est autour de 56 000 et ça colle plutôt pas mal avec le point bas qu'on avait fait la dernière fois si cet été ça se passait pas bien. On a le CAC 40 hier qui a perdu encore
1,33%. Donc là, clairement, désormais, je pense qu'on va revisiter autour des 7600 points. On avait pas mal de gaps ici au cours des dernières journées et on avait un très beau M-top ici avec une distribution qui est en train de se faire. Ceci étant dit, le RSI va arriver rapidement en survente. Donc clairement, la moyenne mobile 200 daily à 7600 points pour le CAC 40, ça peut être intéressant. On a le SP500 américain qui continue de caracoler très haut, 5375 points pour sa part dans le vert. Là aussi, petite contraction, divergence RSI journalière. On va voir ce que ça va donner derrière. Clairement, aujourd'hui, c'est un peu ça passe ou ça casse pour la Fed et pour les États-Unis et donc par corollaire pour les actions et les cryptos malheureusement. 3500 $ pour Ether qui est venu chercher sa moyenne mobile 100. Ça a rebondi pile poil dessus à 3433. Ether qui est toujours assez dégradé. Ether qui ne surperforme pas encore Bitcoin, mais Ether qui, comme vous le savez, d'ici la fin d'été maximum automne, aura son propre trading ETF spot, ce qui devrait là aussi un minimum faire bouger les lignes. Le gold pour sa part qui est un peu comme le CAC 40 avant d'avoir pété son genre de M-top ici, donc on a une belle ligne autour de 2285 $ l'once, moyenne mobile 100 autour de 2221, moyenne mobile 200 qui est pas très loin du support des 2061 puisqu'elle se trouve à 2097 $. Le MSCI World de Amundi est toujours très haut perché aussi, il suit finalement ce qui se passe au niveau du SP500, voire même le surperforme un peu puisque finalement il regroupe aussi des grosses sociétés mondiales et pas que les États-Unis, bien que dans le MSCI World on a un poids facile de 60-70%, peut-être plus du SP500 justement, donc c'est à prendre en considération pour pas faire des overlaps quand vous achetez des ETF. Ça sert quasiment à rien de prendre un SP500 et un MSCI World. À la rigueur, il vaut mieux diversifier un peu plus en prenant soit un MSCI World et un SP500, l'un ou l'autre, et derrière un Nasdaq si on a envie de rajouter la couche de risque et de volatilité par rapport à la tech. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, Apple qui nous a fait un joli pattern harmonique, j'aurais du mal à dire si c'était quelque chose qui s'apparentait à ce qu'ils disent un butterfly, et dans les termes un peu plus techniques, c'est ce qu'ils appellent un Gartley. Donc il faut reporter en fait sur des retracements tels que les Fibo, que tel point ne va pas plus haut que tel point, ensuite on a un retracement sur tel point, etc. Je sais que Vincent Gann régulièrement, il parle aussi de tout ce qui est regular flat, les vagues en 3 décomptes, en 5 décomptes pour tout ce qui est correctif, tout ce qui est pump. C'est également les bases de l'héliotisme. Personnellement, c'est beaucoup trop complexe pour que je m'en serve au quotidien et que je vous en parle au quotidien. Mais là, quand j'avais vu Apple comme ça, d'un point de vue graphique, il y avait quand même quelque chose qui m'interpellait de la façon dont c'était tout simplement foutu graphiquement. Ce qui fait que petit à petit, j'ai fait mon DCA pendant la descente et pendant que tout le monde en plus au niveau des réseaux était complètement bearish sur le titre. Et derrière, comme d'habitude, on a eu une résolution qui a été plutôt positive. Toujours est-il, quand on investit aujourd'hui dans Apple, dans Microsoft, dans Amazon, dans Nvidia, dans Netflix, quand ils étaient complètement dans les choux, il y a à peine un an et demi de ça, quand il y avait eu la grosse baisse, et bien voilà, dans tous les cas, au long terme, si on pense que ces sociétés seront toujours là demain, ça reste les gigapontes dans leur domaine. Ça serait un peu comme une personne qui dirait aujourd'hui qu'il ne s'intéresse pas à Air Liquide, par exemple, pour un PEA. Alors certes, quand on regarde les charts, ils sont quand même très hauts et on vient de très très loin et ça n'a fait que monter au travers du temps et on ne sait pas justement si sur 10, 20 ans, 30 ans supplémentaires ça va continuer comme ça bien entendu, mais en attendant ça reste les fers de lance de chaque bourse et de chaque domaine et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de participants qui s'appuient là-dessus. Le dollar américain 105,25 qui pour l'instant aussi n'avait clairement pas dit son dernier mot, ça n'est pas baissé du tout, ça ressemble un peu à la Bitcoin dominance qui elle aussi ne veut toujours pas lâcher le beefsteak malheureusement. On avait les bancaires françaises qui là aussi se sont pris un tollé, donc surréaction très probable du CAC 40 avec peut-être derrière un rééquilibrage qui reviendra et une Bitcoin dominance qui aujourd'hui est à 55,59, donc là aussi toujours dans ce canal haussier dans l'attente plus tard d'une baisse de plusieurs dizaines de pourcents, au moins entre 5 et 10 pour avoir peut-être le début d'une alt season. Je vois qu'on a
a MNW de Morpheus Network qui est dans le rouge aujourd'hui, qui est pas mal dégradé, qui était passé donc sous le support du dollar symbolique quasiment et qui pour l'instant a un peu de mal à le reprendre. Alors il est en train de travailler la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50 en journalier. Tout simplement ici on a la moyenne mobile 100 et 200 qui est en train d'arriver par le nord. Donc pour plus tard ça sera le fameux dollar symbolique qu'il faudra reprendre pour Morpheus Network pour espérer rallier bien entendu des targets bien plus hautes. Au niveau des gagnants en sens inverse, eh bien j'ai par exemple Injective. Alors j'étais pas repassé sur mes charts aujourd'hui, mais voilà, on en avait discuté depuis la dernière fois où il était sur les 22 $ du support ici long terme. On en avait même discuté je crois lors des derniers lives. Personnellement j'avais rechargé un peu Injective sur le dip récent sans grande conviction parce que ce qui m'embête un peu c'est que bien entendu cette crypto a déjà fait sur ce cycle plus 4500%, donc clairement je ne sais pas si derrière ça pourra offrir encore de la performance. C'est un minimum soutenu par le marché, mais globalement voilà, ça a au moins le mérite de ne pas être vendu en permanence et je crois qu'actuellement c'est ce qu'il faudra essayer de rechercher systématiquement quand même pour ce pré-cycle ou cette mi-cycle de 2024-2025, d'avoir des trucs qui se laissent pas complètement mourir, qui sont relativement forts contre le Bitcoin aussi. Sinon ben voilà, c'est malheureusement toutes les personnes qui ont des alts qui font la descente en escalier en continu contre le BTC, il valait mieux tout simplement rester en Bitcoin que d'aller sur les alts sur lesquels vous perdez du temps, de la sueur, de l'argent et que vous ne savez pas derrière si à quelconque moment ils se retourneront. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir quasi que des altcoins, donc c'est un cycle qui pour l'instant est assez problématique pour bon nombre d'entre vous et de participants au marché. J'espère comme vous tous qu'il y aura une belle alt season en finalité de ce cycle, mais en tout cas pour l'instant force est de constater que Bitcoin a été très fort. Peut-être que l'ouverture et la porte va se faire d'un grand coup lorsqu'il y aura le trading du côté de Ethereum, mais c'est vrai que là pour cet été, en tout cas pour l'instant, je ne vois pas quels seraient les catalyseurs suffisants, mis à part si la Fed décidait de pivoter demain pour immédiatement déclencher le feu aux poudres du côté du marché crypto. Je vous souhaite une excellente journée et pour ma part je vous retrouve ce week-end. Ciao ciao.